Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui. J'espère que les Zoom ne va pas sauter. Nous allons donc passer une heure ensemble autour du thème Start-up et grands groupes avec les interventions de qualité de Roberté et MyCoach. Et le thème est une autre histoire. Donc encore une fois, s'il vous plaît, coupez vos micros de manière à ne pas interagir et écrivez sur le chat les questions qui vous intéressent. Merci. Donc, cette conférence est organisée par la French Tech by Pays de Grâce. Nous sommes portés par les entrepreneurs du Pays de Grâce et les partenaires de Grâce Expertise. Je vais remercier la presse, bien évidemment, et les partenaires, donc la communauté d'agglomération du Pays de Grâce, Initiative Terre d'Azur, InnovaGrâce, Grâce Biotech, InnovaLiance, la French Tech Côte d'Azur qui se joint à l'événement, bien évidemment, et les communautés French Tech de Nice Startup, Telecom Valley et Canizup. L'équipe qui a organisé ce webinaire aujourd'hui est constituée de Marion, qui ne désire pas apparaître à l'écran, de Yacine, excellent travail, et bien évidemment notre président, Michel Schwend, qu'on ne présente plus. Présentation rapide des intervenants que nous avons la chance et l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous. Je ne vais pas parler des 25 pages que j'ai reçues de chacun d'eux, en fait, et vous achèterez le livre, vous comprendrez un peu mieux. On ne passera pas trop de temps sur l'histoire elle-même, puisque des biographes s'y intéressent, mais par contre, vous pourrez poser des questions assez rapidement. Alors, Fabien Josserand, merci d'être présent aujourd'hui. Vous représentez le groupe Roberté. Ce n'est pas souvent qu'une maison de parfum nous fait l'honneur et le privilège de communiquer un peu sur sa manière de travailler, sa stratégie. Vous représentez un groupe impressionnant, plus de 2000 employés, je crois, chiffre d'affaires qu'on ne nomme pas parce que c'est interdit, de 538 millions d'euros. Bien évidemment, vous vous intéressez à tout ce qui se passe de près ou de loin dans l'industrie et vous mettez souvent plus qu'un œil, un pied dans les bons projets. On va en parler aujourd'hui et de la manière de fonctionner. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, Fabien. Bienvenue. Merci. Cédric, pareil, beaucoup a déjà été écrit sur cet homme qui est le président de la French Tech, bien évidemment. Alors, je ne vais pas lire toute la biographie parce qu'on n'a pas le temps. Désolé, Cédric, mais tu es quelqu'un d'extrêmement actif. Tu es un entrepreneur dans l'âme. Tu vends la France, tu vends la région. Et bien évidemment, tu représentes le monde du sport de la plus belle des manières. Donc, on est très heureux aussi de t'avoir et on va parler de ce mariage unique aujourd'hui. C'est le thème, une autre histoire. Je ne vais pas passer trop de temps parce que ce qui est important, c'est de vous entendre et de vous écouter. Et on va tout de suite ouvrir le débat sur cette très belle histoire et que l'un de vous deux prenne la parole pour expliquer le contexte avant qu'on rentre dans le vif du sujet, des questions pertinentes et du poil à gratter. À vous, messieurs. Au plus jeune, je te laisse démarrer, Fabien. Ouais, pour avoir la position de Roberté. tu vas bien compléter les choses, non? Je pense qu'on va aborder beaucoup de choses pendant ce webinaire, mais l'idée, c'est vraiment de décrire au travers d'un projet qui est Okaya, mais ce qui est plus une histoire d'homme, une histoire territoriale, une amitié tout d'abord, parce que vous allez vite le comprendre, c'est aussi à partir de là qu'on a créé ce projet-là, et d'essayer peut-être de montrer une autre vision de la collaboration entre l'univers startup, l'univers grand groupe, une vision qui sort un petit peu des schémas inertiels qui peuvent prévaloir dans ce genre de relation, une vision très centrée sur le projet, et vous allez, j'espère, pouvoir un petit peu comprendre ce qui nous a animés, ce qui nous a forcé. Je crois qu'on fête à peu près les 1 an de notre rencontre dans ces eaux-là, Cédric. Donc, ouais. C'est une bonne occasion de te laisser la parole et de te souhaiter bon anniversaire, mon ami. Déjà je remercie toute l'équipe, les vieux loups de la tech, Michel, Fred, et surtout l'équipe opérationnelle, parce que nous, vous êtes des élus, on est des élus souvent dans les missions qu'on peut avoir, et bravo en tout cas à Marion et Yacine sur la préparation de ce webinaire. J'étais mercredi
à l'Assemblée nationale, il y avait un audit sur les startups dans le sport. Et clairement, ce n'était pas aussi bien préparé, tant techniquement que structurellement. Bon, une fois qu'on a fait les remerciements à tout le monde, je crois que c'est une des missions de la French Tech, en fait. Et c'est une des thématiques qui nous tient à cœur, c'est comment convertir des modèles. Et on aborde souvent les problématiques de levée de fonds, on aborde les soucis donc du coup de financement. Est-ce qu'on peut exister sur la côte et pas à Paris? Est-ce que aujourd'hui une startup pour convertir souvent un business model, ben, on a besoin de valoriser un modèle. Et souvent, pour valoriser un modèle, c'est l'accompagnement par un grand groupe. C'est une des lacunes aujourd'hui sur la tech, c'est d'arriver à relier en fait l'expertise des grands groupes, de réussir à y mettre de la confiance et surtout d'aller aujourd'hui à pérenniser un modèle. C'est ce qu'on a réussi avec Robertet. Alors, l'histoire de Robertet, my coach, si je démarre, c'est une histoire qui n'a pas lieu d'être au départ, puisqu'on est dans deux univers totalement différents. Donc, my coach, si je fais un petit résumé, c'est nous, on a une raison d'être, c'est de digitaliser la pratique sportive. Donc, digitaliser la pratique sportive, c'est quoi? C'est une série d'applications, de services numériques. Pour résumer, c'est de se dire comment on digitalise la pratique du plus petit au plus grand, de l'amateur au professionnel, et c'est 6 millions de licenciés. Donc, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Et comment on arrive à affiner le modèle? Et une des réflexions qu'on a chez nous, c'est de se dire comment on peut optimiser la data. Alors, il y a ce qui est très visible dans l'optimisation de la data, c'est la performance. Performance, c'est les JO, c'est les médailles, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est le PSG, c'est tout ce qu'on voit à la télé. Donc ça, c'est l'optimisation la plus adéquate, c'est celle de se dire comment on rajoute des services qui vont optimiser la performance chez le sportif. Et j'ai sorti du chapeau à travers la relation qu'on a pu avoir avec Fabien en se disant, et si on y mettait, et si on faisait des premiers tests sur des produits additionnels. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure, qui est, comme le dit Fabien, surtout une aventure humaine. Et je crois que ce qui résume de la vision My Coach Robertet, c'est de se dire comment on essaie de disrupter un modèle économique au départ sans se connaître, sans forcément rien avoir, mais comment on intègre en fait un expert plutôt de la data et de l'approche plutôt de la numérisation et un expert produit assis sur un modèle pérenne avec un historique fort et surtout des certitudes. Et au milieu de tout ça, comment on crée une startup qui s'appelle Okaya. Voilà l'histoire d'Okaya. Si tu veux compléter, Fabien, on va se couper. Hein. Je crois qu'un débat qui est plutôt intéressant, je crois que c'est un Fred, c'est un débat où tout le monde participe. On ne va pas vous interrompre, sauf toi, Cédric, si tu es un peu trop long, pas de souci. Mais c'est bien, le débat est lancé, c'est très bien. Allez-y, commencez, puis après les questions vont s'enchaîner, bien évidemment. Il faut poser le contexte. Non, tu l'as dit aussi, et je pense que côté de Robertet, parce que Robertet, pour ceux qui connaissent moins, c'est une maison de parfumerie qui est surtout connue pour sa position sur les ingrédients naturels. La Fine Fragrance, vous voyez derrière moi le dernier Zadig et Voltaire. Et avec cette image un petit peu, je dirais, de joyau de l'industrie dans ce qu'elle a de plus authentique et dans ce qu'elle a de plus traditionnel. Mais Robertet, qui vient de fêter ses 170 ans l'année dernière, c'est avant tout un groupe qui essaie de garder une mentalité de start-up et d'aventurier. Et en fait, l'histoire, une des raisons aussi de l'histoire d'Okaya, ce qui est intéressant dans ce rapprochement et dans cette co-création, c'est comment le dynamisme de My Coach, mais comment aussi ce que Cédric a l'habitude de faire, ce que Cédric a l'habitude de voir, tout ça sous le véhicule, et tu l'as dit au départ, de la French Tech, qui a été en fait notre lieu de rencontre, et qui a priori n'a rien de fait pour être le lieu de rencontre avec des sociétés comme les nôtres. Et c'est justement quand Robertet a commencé à s'intéresser à cet écosystème. Bon, aujourd'hui, je suis à Paris pour Vivatech, justement. C'est des salons sur lesquels on n'aurait jamais pensé imaginer pointer le bout de notre nez il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça va être justement comment on va pouvoir s'enrichir de ça. Et tu as parlé de disruption dans ce genre de groupe. Encore une fois, beaucoup de certitudes, beaucoup d'histoire, le poids de l'histoire, un modèle à défendre, des clients traditionnels à défendre, mais il faut toujours garder cet esprit d'avant-garde. Ça a été celui de Robertet depuis la création. Et Robertet s'est toujours défini par l'innovation. Alors, ça a été énormément l'innovation produit,
ça peut être l'innovation de modèle, ça peut être l'innovation de système. Et en tout cas, dans cette rencontre-là avec le monde des startups, ça a été une vraie disruption duquel tout le monde sort grandi, je pense. Ouais, si vous voulez que j'affine et qu'on explique la genèse en toute transparence, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est, je crois que ce qu'on fait sur la French Tech, ce que vous faites au Club des dirigeants, ce que fait Canisup notamment, et Lean Startup et les autres, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a une génération où souvent l'écosystème, l'associatif, fait peur. Je crois qu'on est un des départements où il y a le plus de millefeuilles administratifs de représentation. Et c'est vrai que ces grands groupes, si on fait une petite analyse en fait à ciel ouvert, souvent ils ont peur de se lancer dans des réflexions et d'être happés par ce qu'on appelle nous l'écosystème ou ce qu'on pourrait dire l'entre-soi. Et donc nous c'est l'objet d'une rencontre où du coup ce qu'on dégage tous ensemble commence à avoir des effets en disant ils sont sympas, ils jouent le jeu. Et du coup on a rencontré, j'étais amené par l'intermédiaire de Fabien à avoir un déjeuner avec Olivier Maubert, qui est un des fondateurs, des propriétaires de Robertet, mais sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'enjeu aujourd'hui et de la discussion d'Okaya et même du monde de la parfumerie. C'était un challenge, on se challengeait dans mon bureau pendant 2-3 heures avec Fabien sur la verticalité, l'horizontalité, les modèles économiques. C'était passionnant parce que je crois que quand on a la chance d'écouter des gens comme ça, c'est hyper passionnant. Je crois que d'écouter des gens qui ont réussi, qui sont une marque forte, c'est là où on doit aller tendre parce que c'est ce qui nous fait tous progresser. Et on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois de manière sympathique. Et un jour, je me balade sur l'avenue Jean Médecin en fait avec mes 2 filles et je suis devant le magasin Sephora et ça se passe comme ça. J'appelle Fabien, j'appelle Olivier et je leur dis puisque vous voulez qu'on fasse des choses à faire, je suis devant Sephora et en fait j'ai l'impression que ce modèle économique n'a jamais bougé à part mon copain qui disrupte totalement sur le web The Parfumist, mais sur ces magasins en dur, si je rentre vraiment dans la problématique produit, je vois toujours les mêmes marques. Fabien me dit effectivement, sur nos statistiques, 80 ou 90% des parfums sont les mêmes marques depuis 30 ans. Je crois qu'on n'a jamais eu, tu vas donner la stat tout à l'heure, non? Je crois, Fabien, c'est quoi? C'est un marché qui est assis sur les mêmes marques depuis 30 ans, ce qui est assez rare. Le top 10 parfum mondial bouge très très peu. Et d'ailleurs, voilà. tout le monde achète les mêmes parfums en moyenne, même s'il y a des nouveaux acteurs qui émergent. Le top mondial est très peu mouvant. Alors, c'est intéressant. Oui, vas-y. Et donc, je finis juste l'histoire. Et donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, si tu veux qu'on aille, j'ai une idée. Je viens d'avoir la Fédération française de football. Ils ont 450 licences de l'équipe de France championne du monde, tout sauf le parfum. J'ai rendez-vous avec la directrice générale pour autre chose mercredi. Est-ce que vous m'autorisez à parler en votre nom et de tenter de prendre le parfum? Donc, vous imaginez bien en week-end comme ça, sachant que et Fabien et Olivier me connaissent en tant que my coach, en tant que comeback l'agence de prod, en tant que l'agence de prod vidéo, et que je suis souvent peut-être taxé de me disperser un petit peu. Il me dit, bon, ben vas-y. Et le mardi, en fait, au milieu d'une discussion qui n'avait pas lieu d'être, l'opportunité de prendre la licence. Et je crois que le talent et la légitimité de Robertet a fait le reste sur le rendez-vous qui suit, où tout le monde a été impressionné. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on se rend compte aussi que c'est un effet d'aubaine pour un groupe comme Robertet et pour Grasse, c'est que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait une industrie incroyable à Grasse, où vous aviez les meilleurs, et on a, puisque moi je suis azuréen et je ne suis pas grassois, mais je m'associe à vous, on a les meilleurs mondiaux. Et vous êtes dans une fédération avec l'ADG champion du monde, le président, etc. Et j'ai des petits mecs qui viennent du Sud et qui ont impressionné l'écosystème. Et ça s'appelle Fabien, ça s'appelle son assistante, qui d'un coup, on dit, vous avez quel parfum, quel parfum, quel parfum. Et en fait, l'ensemble des parfums que toute la fédé avait étaient créés à Grasse. Et c'est un sentiment de fierté. Je crois que c'est dans ce collectif derrière qu'on puisera des modèles pérennes. Pour revenir sur la thématique, il y a donc la rencontre du grand groupe et de la start-up, mais on voit bien une volonté des deux de réfléchir en fait sur des synergies à la base. Ce n'est pas l'un qui va chercher l'autre, on en parlait avec Fabien hier, ce n'est pas la start-up qui vient frapper comme dans 99% des cas, tu disais en disant j'ai besoin d'argent. C'est de dire commençons par voir quelle synergie on pourrait avoir pour faire quel projet à moyen et long terme. Et après, on mettra les métriques et les besoins derrière. Je crois c'est très important de comprendre ça. Et peut-être que Fabien, tu peux nous dire un mot là-dessus parce que tu dois être sollicité en permanence par beaucoup de startups avec des projets
plus ou moins bon, mais très souvent pour demander sûrement du capital, parce qu'on se dit la grande société, elle a l'argent, alors qu'en fait, ce n'est pas ça, d'après vous, le nerf d'une réussite. Oui, mais clairement, on n'est pas sur la même temporalité. Un grand groupe, comme on le disait, c'est quelque chose d'assez, en général, d'assez pérenne, qui cherche à innover, mais qui ne survit pas en innovant, qui vit en innovant. Une startup, on est sur une temporalité beaucoup plus rapide, souvent des projets qui sont des projets de très court ou moyen terme, sur lesquels la viabilité doit être associée. Je pense que Cédric l'a dit, et tu vois, effectivement, c'est sûr que quand on est dans des événements de l'écosystème startup, en tant que grand groupe, tu es un peu la personne à convaincre, tu es un peu la personne à voir, et tu n'arrives pas à rentrer dans une relation vraie, ou alors ce sont des relations qui rendent pas justice parce que tu dois avoir 50, 100 personnes sur un événement de 2 jours, et c'est pas un temps long. Avec Cédric, et tu l'as bien décrit, c'est des rencontres multiples sur un intérêt de faire fructifier des visions différentes, c'est de les mettre ensemble, de verticaliser notre modèle avec des gens qui ont un vrai talent, et les gens qui sont dans l'écosystème startup ont un talent d'innovation qui est en fait pas accessible aux grands groupes, ou peu accessible. C'est-à-dire on a une startup qui arrive avec un projet qui nous le propose, mais de réfléchir ensemble à des projets communs sur des univers qui ne sont pas les nôtres au départ, et c'est un peu ce qui s'est passé là. MyCoach n'était pas dans le parfum ou dans le produit fini jusqu'à ce qu'on en parle, et Roberté n'avait rien à voir avec le sport ou la data jusqu'à ce qu'on en parle. C'est dans la verticalisation de chercher justement toutes ces idées qu'on arrive à créer quelque chose de supérieur, et ça, c'est extrêmement intéressant pour le grand groupe. Parce qu'il y a cette notion de temps sur lequel on se dit, d'accord, on va rentrer sur une notion de partenariat, et on ne va pas forcément parler de financement, on va pas, d'ailleurs aujourd'hui, on en parlera sûrement en fin de call, Okaya n'est pas capitalistiquement financé par Robertet. Aujourd'hui, Okaya est une société qui a sa propre vie, et Okaya est un modèle de ce qui, pour moi, peut se faire d'idéation le plus noble du terme, c'est-à-dire des idées qui viennent d'un grand groupe qui a ses problématiques propres, des idées et un charisme et une manière de faire les choses qui viennent de Cédric, qui a plusieurs vies. Sa vie de start-upper, on en a parlé, mais aussi, vous le sentez, cette défense du territoire, cette défense de l'écosystème français. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, en fait, on se rejoint totalement. Nous, on est là pour aussi pitcher qu'il y a une industrie française. On est là pour dire que la parfumerie est avant tout une parfumerie française et grassoise, et que ça fait partie des savoir-faire qui sont iconiques de notre pays. Pourtant, on est sur un marché sur lequel, sur les 7 plus gros mondiaux, on n'a que 2 Français, Robertet et Man, qui est notre voisin à Grasse. Donc, il y a ce vrai enseignement, en fait, de se dire, mais attends, quand on se pose et qu'on sort de la logique financement de projet, on a des problématiques qui sont communes, et on a des manières différentes de les adresser. Et Okaya était une des réponses possibles qui ne peut se faire que parce que justement on est rentré sur cette notion d'abord de réfléchir ensemble avant de créer quelque chose. Et ça, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'essence de nos conversations avec Cédric. Aujourd'hui, quand Cédric vient chez Robertet, on a une quinzaine d'idées qui sortent de la réunion, et c'est des réunions qui sont planifiées pour 1 heure et qui durent 4 heures. Et c'est ça qui nous renforce. Mais Cédric, il va rendre l'appareil, il va nous dire aussi quel est l'intérêt de travailler avec un grand groupe et qu'est-ce qu'il apporte justement aux start-upers qui a 15 idées à la minute. Je crois que en fait, tout le monde a à gagner. Souvent, on prend le marché ou la relation pas par le bon bout. C'est-à-dire que moi, constamment, j'essaye de me dire que ce n'est pas mon métier et que je dois respecter 150 ans d'histoire et de certitude. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez, et j'arrive là avec une vision peut-être extérieure, mais à un moment, il faut garder, raison garder, si vous voulez, sur qui fait quoi. Et souvent, j'adore d'ailleurs cette phrase de Peter Thiel qui résume à elle seule, en fait, ce qui se passe dans ce monde-là. Et lui, il résume ainsi, c'est que quand le start-upper est trop sûr de son mythe, c'est le moment où ça se passe moyen. Et le moment où le grand groupe prend la certitude pour son référentiel, c'est le moment où en fait il commence à péricliter. Et je crois que c'est cette façon de faire qui doit dicter constamment nos relations. Moi, à un moment donné, je n'ai pas à aller plus loin que la qualité du produit. Je ne donne pas mon avis sur le jus, je ne donne pas mon avis sur le flacon. Et c'est ce rythme-là que j'ai essayé de… On est d'accord, Fabien,
d'impulser en se disant, on est une équipe. Donc, dans une équipe, vous avez le financier, on a trouvé un fonds, on a le producteur historique qui veut nous aider à performer le marché. Mais il s'est mis autour de la table. On a trouvé un retailer qui est venu s'associer à nous. On a pris des licences. On a des copains de l'écosystème qui sont dans la partie, qui sont venus donner leur avis, et ainsi de suite. Et tout ça, généralement, fait une bonne énergie commune qui a débouché sur Okaya et Au Bleu. Alors, vous débouchez sur un produit qui est celui-ci, qui, d'après les sources de l'équipe de France, a aidé à la victoire contre l'Allemagne, c'est ce produit-là. Donc, c'est votre première création. La question qu'on se pose, OK, il y a mariage, il y a affinité, il y a plan d'avoir des enfants comme celui-ci, mais après, est-ce que la manière de l'éduquer ou la manière de mener le projet est le même pour les deux? Est-ce que le start-upper, on parlait de temporalité, mais est-ce que le start-upper a les mêmes KPI qu'une société comme Robertet? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs à moyen et long terme sur non, votre descendance? Ce qui nous a réunis, c'est d'avoir justement de construire step après step. C'est-à-dire la première étape, c'était le lancement du produit et de savoir ce qu'allait donner Au Bleu. Je crois que les statistiques sont très mauvaises. Je crois qu'il y a des centaines de personnes qui sont venues voir Robertet et les autres pour créer leur propre licence de marque. Je crois que le nombre de personnes qui ambitionnent de lancer leur parfum est assez gigantesque. Fabien vous donnera des chiffres. Mais donc, quand vous vous dites j'ai une licence et je me lance au milieu de milliers et de milliers de tentatives, c'est toujours compliqué d'asseoir un modèle. Et pourquoi ça serait nous? Et ce qui a régenté notre relation, c'est pourquoi nous. Et on a lancé Au Bleu, première étape, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui a été un vrai succès en réalité, ce qui a donné une autre image en fait de ce qu'on pouvait faire dans l'association. Et c'est le moment où moi j'ai pris mon rôle peut-être de start-upper, de se dire voilà, le premier palier a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on réinvente? Est-ce qu'on reste sur un coup commun? Ou est-ce que demain, on fait de cette initiative, parce que ça reste une initiative sympathique et un geste, est-ce qu'on en fait un modèle pérenne? Et c'est ce qu'on a fait, où là, on est en train de finaliser. C'est finalisé entre nous, un tour de table et avec une vision beaucoup plus conséquente de ce qu'on veut faire, avec une ambition beaucoup plus avouée. Donc, la réussite est au rendez-vous, mais est-ce que c'est la même pour les deux, pour le grand groupe et pour la start-up? Est-ce que la mesure, l'indice de succès est mesuré de la même manière? Aujourd'hui, je sais pas si vraiment on est aligné ou on est différent sur les KPI. Ce que je peux dire, c'est que du côté du grand groupe, on est sur tout, sauf sur des KPI financiers. En fait, on est sur justement d'apprendre de nouvelles méthodologies de travail. Je me souviens d'innombrables sales meetings ou COMEX ou ce genre de choses à se dire quelle sera la parfumerie de demain. Et on est dans un métier qui bouge peu, sur lequel il y a de très beaux acteurs qui sont aussi innovants, mais sur lequel je dirais les horizontales où on change de silo, on change de paradigme, comme sur le sport, comme sur d'autres domaines, ça bouge ça bouge pas à la même vitesse en fait que le reste de la société. Ça bouge pas à la même vitesse que la tech. On est sur des produits industriels. Les produits industriels demandent du temps à être conçus, demandent beaucoup d'argent à être conçus. Et c'était aussi une des équations d'Au Bleu, c'est est-ce que vraiment on peut arriver à casser ce modèle jusqu'à mettre des produits industriels qui n'ont pas les codes de ce type de produit-là, ce positionnement-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à faire en associant énormément de fabricants français. Tout a été fait en France sur ce produit, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui, en tout cas sur ces produits avec ce positionnement-là. Et ça a été cette logique comme ça d'aller chercher la disruption. Mais la vraie KPI du grand groupe, c'est d'apprendre justement à sortir de sa zone du confort. Et c'est de continuer de voir comment… on a énormément parlé d'un confort. Moi, j'aimerais qu'on sorte un peu d'un schéma qu'on entend beaucoup dans l'écosystème, qui, à mon avis, vient du monde des startups américains, où on oppose systématiquement les vieux grands groupes et les nouvelles startups. Aujourd'hui, la première capitalisation européenne, c'est LVMH. Alors, bien sûr, on peut toujours dire oui, mais LVMH n'est pas Facebook, LVMH n'est pas Apple, mais on a vraiment une startup, un startup world américain qui s'est construit par des gens qui ont fui l'inertie des grands groupes. Je pense qu'en Europe, on n'est pas du tout, en tout cas, et en France, a fortiori, je pense qu'on n'est pas du tout sur ce schéma. Moi, je ne vois pas pourquoi on opposerait aujourd'hui
le digital et l'industrie. Je ne vois pas pourquoi justement la France, qui a tiré la force de son industrie manufacturière, de son industrie du luxe, de sa gastronomie, devrait comme ça s'effacer vers un monde du tout digital. Et en tout cas, quand on a rencontré Cédric, on n'a pas rencontré quelqu'un qui sortait l'opposition en disant, voilà, moi je suis du monde des startups, je vais vous apprendre comment sera le monde de demain. Cédric, et tu l'as dit, et c'est quelque chose qui a été le ciment de notre relation, c'est quelqu'un qui est venu en nous disant, voilà, moi j'ai monté des sociétés, mais la première chose qui me définit, c'est la curiosité d'un métier. Expliquez-moi votre métier. Et on a passé des jours et des jours à discuter de nos métiers respectifs. Et Cédric, c'était énorme de le voir apprendre ces métiers-là, les heures qu'on a passées au labo, etc., jusqu'à ce qu'il puisse parler du coup à la presse de Robertet aussi bien que nous, peut-être mieux même que ce qu'on saurait parler de notre métier de parfumeur. Mais c'est ça qui est beau, c'est-à-dire on est vraiment dans une logique sur laquelle il n'y a pas d'opposition. Donc, la vraie KPI pour un groupe comme le nôtre, c'est ça, c'est de sortir de son modèle avec des gens qui vont enrichir notre vision pour sourcer ce que sera le business de demain. Et je pense que ça, c'est la vraie banalité. On essaie d'ambitionner ce que sera le monde de demain. Et je pense que n'importe qui a déjà participé à un COMEX ou à une revue stratégique aura entendu ça 15 fois. Entre le dire et le faire, je pense que c'est là où on a une vraie carte à jouer avec notre ADN. Et je parle vraiment d'ADN européen, d'ADN français, d'ADN azuréen. Je ne sais pas si on aurait créé la même relation si Cédric et moi étions parisiens, si Olivier, qui aussi grassois du cru, était étranger, etc. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on s'est servi de ce caractère qui nous est propre de dire, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi notre industrie, qui marche très très bien, nous semble être un petit peu déconnectée de ce monde-là. Et surtout, on ne se reconnaît pas dans ce discours d'adversité. On ne se reconnaît pas dans le grand groupe, c'est l'ancien modèle des startups. Et aujourd'hui, on ne jure que par la startup. Moi, en étant dans l'écosystème, parfois, c'est quelque chose que je ressens un petit peu. Et par ce modèle-là, avec Cédric, par un des modèles qu'on essaie de mettre en place, je pense que c'est aussi l'enseignement. Il y a beaucoup plus à gagner dans la symbiose. Donc, c'est une complémentarité et c'est un respect aussi l'un de l'autre, de ses forces et de ses faiblesses. Et c'est un objectif commun. On comprend bien. Mais sûrement que le fait que vous soyez une entreprise familiale aussi, d'ailleurs comme la société Man, peut permettre ce type d'approche et de valeur, peut-être, non? Mais c'est clé. Je vais te dire, la phrase que je te donne vient d'Olivier lui-même qui dit, on est une société industrielle avec 170 ans d'histoire et une mentalité de start-up. Tu ne peux pas avoir une telle vision et tourner ton entreprise vers justement des segments qui vont ouvrir à l'expérimentation si tu es tout le temps sur tes chiffres. Robertet est coté en bourse. Robertet a donc énormément de comptes à rendre au public et tu ne peux pas avoir cette mentalité si derrière tu n'as pas une vision forte, charismatique de la famille qui a toujours justement dans son ADN, parce qu'on en est quand même à la 5e génération de dirigeants de la famille Maubert, et qui a toujours eu dans cet ADN cette mentalité. Mais je veux te dire, c'est aussi comme ça que le feed se fait, avec Cédric. C'est quand on lève justement ces KPI traditionnels et cette inertie traditionnelle en étant dans notre modèle. On dit voilà, là justement, on peut se permettre d'expérimenter parce qu'on sait qu'on va gagner quelque chose en expérimentant. Et ça, c'est clé, surtout pour des sociétés qui ont autant de bagages historiques et qui doivent en permanence se faire violence pour aller devant. Le fait que la famille supporte ça et que la famille est une mentalité d'aventurier et d'innovateur, c'est un point qui est pas accessoire, c'est un point qui est fondamental et c'est le premier en haut de la liste. D'accord, merci beaucoup. Et Cédric, toi tu es une start-up, donc quel conseil tu peux donner? Beaucoup de start-upers nous écoutent aujourd'hui, ou de gens, et ils se disent le thème m'a plu parce que comment on rentre en relation et comment on travaille avec un grand groupe. Tu as beaucoup d'expérience. Quelle approche tu suggérerais d'avoir, de même qu'on vient d'avoir l'insight de Fabien? Je crois que le ciment, c'est l'humain. Et ça restera l'humain, et j'espère que ça restera l'humain.
ça, c'est la première des choses. C'est la rencontre. Il y a des endroits qui favorisent la rencontre. C'est une des raisons pour lesquelles on s'inscrit et on s'investit dans la French Tech, donc le club des dirigeants et autres. Il y a des moments et des opportunités de rencontre. Maintenant, l'humain est important, clairement. Et ce que je mettrais par-dessus tout, c'est le respect. Tu l'as dit toi-même, c'est respecter qui on a face et surtout qui on est et pas forcer les choses. Je crois que le maître mot, en fait, c'est la vitesse. On n'a pas de temps à perdre. Et souvent, par le passé, maintenant, quand je vois mon parcours personnel avec my coach ou avec le reste, je me suis rendu compte que des fois, on a perdu du temps à attendre et c'était peut-être que le moment n'était pas venu. Alors, ça fait très spirituel comme analyse, mais je crois qu'il y a des moments charnières et plus on a de l'expérience et plus on a une vision de la relation, plus on a un ressenti, on fait jouer son instinct et plus on se rend compte que c'est le moment où il faut y aller. Des fois, il ne faut pas y aller. Et quand il ne faut pas y aller, il ne faut surtout pas forcer les choses parce que certaines fois, nous, on s'était vu, je vous donne cet exemple, on s'était vu lors de la Coupe du Monde de volley où Fabien, en fait, Robertet, à travers l'initiative Fabien, avait lancé un petit parfum et avait fait un test. Et on s'est vu un an après, je n'ai pas forcé les choses, mais on n'était pas prêt à y aller. Donc, il y a des moments charnières. Je crois qu'avant de se dire je me positionne, il faut savoir qui on est et bien s'auditer personnellement pour avoir soit la légitimité, soit les produits, soit l'ambition, soit la volonté ou l'énergie ou la connaissance pour y aller. Je crois que le premier conseil, c'est de savoir qui on est et se sourcer soi-même. C'est vraiment très intéressant. Alors, on a des questions qui arrivent sur le prompteur, bien évidemment, en masse. Il nous reste du temps. On peut continuer à discuter très longuement du projet, mais si on peut prendre quelques questions au fur et à mesure. Je rappelle que vous avez la grâce, tous les deux, d'offrir systématiquement à toute bonne question qui sera posée un parfum au bleu. Donc, tous les gens qui posent des questions et qui sont retenus se verront offrir, merci, à tous les deux un parfum. La première question, elle est plutôt amusante, hein, elle sort un peu du contexte, on va détendre tout ça. C'est Eric qui la pose et qui demande pourquoi il n'y a pas un coffret au bleu pour la fête des pères. Voilà. Lui, il va l'avoir gratuit, mais peut-être pas attendre. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que derrière, en fait, la question qu'il y a derrière ça, c'est quoi la suite? Parce que, alors c'est marrant, vous démarrez sur un parfum en plus. Pourquoi un parfum et pas des cosmétiques? Des cosmétiques pour soigner les muscles, des sportifs. Mais bon, vous démarrez avec un parfum, c'est magnifique. Et derrière, qu'est-ce que vous avez prévu dans la suite des choses? Ouais, bien sûr, on peut même se permettre de faire quelques annonces là. Hein. Donc, il y a un tour de table qui est bouclé. On ne l'a pas annoncé. Mais il y a surtout la volonté. En fait, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière au bleu. Et derrière au bleu, il y a surtout une startup qui s'appelle Okaya. Et de quelle manière on va positionner Okaya. C'est pour ça que sur la question coffret au bleu pour la fête des pères, ça a été un dilemme. Est-ce qu'on fait un coffret? Est-ce qu'on offre avec un maillot d'Mbappé signé? Mais toute cette question-là s'est heurtée et ça a été des débats. Hein. Et ça aussi, les startups, et je pense que dans la méthode, on a apporté beaucoup de choses, notamment dans la rupture. On a eu des réunions assez animées, clairement. Mais moi, j'estime que animer les choses, être transparent, dire les choses, ça permet d'aller vite, de prendre des décisions. Donc, la décision, ça a été de se dire on ne focus pas spécialement sur au bleu. On n'est pas des brokers de licence d'eau bleue. On va devenir et on va essayer de devenir, donc je le dis en prime, la plateforme en fait, des produits sous licence et de distribuer des licences globales avec une cible déterminée. Et on a réussi là en quelques semaines. Donc, il a fallu tout accélérer, lever de fonds, monter à une antenne à Paris, débaucher une general manager. Donc, tout ça, c'est fait. Parce qu'il faut se dire aussi que et Fabien et moi, on a des boulots quand même à côté où on est pris sur pas mal d'exigences. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que mes actionnaires, il a fallu aussi leur expliquer pourquoi je me lançais dans les parfums. Donc, quand vous vous dites, je vais être la startup des JO et digitaliser toute la pratique sportive d'ici 2 ans, mais en même temps, je lance un parfum, vous imaginez bien que le conseil d'assurance a été très animé à Noël. Mais c'est comme ça, je crois qu'il fallait au bout de ces idées. Et donc là, pour répondre à cette question-là, le coffret, ça a été un objet de discussion, clairement. D'accord. Et on s'est consacré pour lancer la plateforme, nouvelle plateforme Okaya, on va l'appeler 2, en novembre prochain, avec une 50aine de licences de marque et parmi les meilleures. Bravo, bravo. Mais on comprend mieux la présence de Fabien à Paris maintenant.
Et Fred, il y a un tout petit corollaire à cette question, parce que pour moi, elle est importante, et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui se posent, c'est comment les clients de Robertet C'est traditionnels ont c'est une réagi. question qu'on vient de recevoir. Il gagne un parfum, celui qui l'a posé, parce que tu la reprends, mais qu'on soit bien d'accord, il y a quelqu'un qui a posé cette question, donc il se verra remettre un parfum. Vas-y, excuse-moi de t'avoir interrompu. Voilà, donc c'est comment les clients de Robertet réagissent traditionnellement. Je pense que c'est là aussi quelque chose qu'il faut bien mettre au clair dans l'industrie. Il y a une industrie du parfum qui est ultra concentrée. Il y a une industrie avec des acteurs qui sont ultra concentrés. D'ailleurs, que ce soit sur tous les types d'applications parfumées. Vous allez dans un supermarché, la plupart des produits parfumés, au final, si vous regardez le nombre de boîtes qui font ces produits, vous tombez sur un petit nombre. Et de la même manière, les acteurs qui répondent à ce besoin sont une industrie ultra concentrée. Vous avez, comme on dit, une dizaine d'acteurs de taille mondiale. Et puis, en dessous, vous êtes vraiment derrière sur des acteurs avec des problématiques plus spécifiques. Notre responsabilité par rapport à nos clients, c'est d'anticiper quelles seront les innovations de demain. C'est-à-dire que demain, Robertet ne se mettra pas à lancer une licence ou à supporter une initiative d'une manière plutôt partenariale qui est dans le segment de cœur de nos clients. Mais aujourd'hui, quand nos clients veulent aussi attaquer ces segments de marché, il leur faut pouvoir innover. Et c'est là où cette relation symbiotique qu'on a avec l'univers des startups, on peut aussi l'avoir avec nos clients et faire partie de ces démarches d'innovation de nos clients. Donc, ce qu'on a fait sur le sport, ce qu'on essaye de faire sur le sport avec un bleu, au final, c'est quelque chose qui sert nos clients. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives avec certains dans notre milieu traditionnel pour lancer quelques parfums sur le milieu sportif. Et comme le dit Cédric, il n'y a pas eu beaucoup de succès autour de ça. L'idée, c'est de dire, très bien, est-ce que nous, on peut apporter avec une vision différente une pierre à l'ouvrage? Et derrière ce savoir-faire-là, vous savez, on croit toujours qu'ouvrir un marché, c'est bénéfique pour le marché. Ce n'est pas bénéfique pour l'acteur qui l'a ouvert, c'est bénéfique pour le marché. Donc là, on est en train d'essayer de déplacer les codes. Et ces enseignements-là seront les premiers enseignements dont nos clients vont bénéficier dans le futur, justement d'avoir à travailler avec une société qui est capable de casser les codes. Parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. On ne demande pas de faire que du parfum ou de faire que des arômes alimentaires. On nous demande aujourd'hui d'avoir toute une démarche de construction de marque et comment pouvoir bien se positionner en conseil de nos clients si nous-mêmes, on ne sait pas ce qui est disrupté un segment de marque. Et donc, pour le coup, au final, et tu as dit quelque chose d'intéressant dans nos calls préparatoires, c'est, tiens, vous êtes les premiers à sortir du bois, etc. Mais bien sûr que la question se pose, est-ce qu'on doit sortir du bois là-dessus? Mais la vraie réponse, c'est que comment tu peux te prétendre être une société innovante si toi-même, tu ne connais pas les problématiques de tes clients? Et aujourd'hui, au final, Okaya sert encore plus les problématiques futures de nos clients que la société elle-même. Et comme l'a dit Cédric, Okaya maintenant a une vie. Robertet fait partie de cette vie-là, mais Okaya est une société propre qui n'est pas aujourd'hui une extension de Robertet ou de MyCoach par ailleurs. Alors, c'est un laboratoire qui se transforme en usine, si j'ai bien compris. Alors, il y a plein de petites questions techniques que je vais répondre. Attends, c'est gentil, mais je suffis mon salaire. Donc, on va te poser les questions techniques, mais tu vas te les faire poser. Et comme tu es parfumeur maintenant, parce qu'on a compris que tu avais fait la formation Robertet accélérée, tu vas pouvoir nous répondre aux questions techniques. Une question intéressante, merci de me laisser en juger, Cédric. Le mot bleu dans votre eau bleue, ça ne vous pose pas des problèmes? Il n'y a pas eu de problème avec Chanel? Enfin, il y a une société qui Alors, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème avec Chanel parce qu'on avait bien joué. Non, on a eu un problème sur. Alors, tu sais, tu connais ma transparence. C'est une des raisons pour laquelle on fait. Pour que le webinaire soit intéressant, c'est qu'on vous donne toutes les problématiques. Donc, tout le monde nous avait dit bleu de Chanel va vous tomber dessus. Et parce qu'il existe bleu de Chanel, eau bleue, c'est quoi l'eau bleue de. Oui, en fait, on est passé entre les gouttes du filet avec eau bleue. Oui, c'est bien dit. Tu passes entre les gouttes du filet. Oui, vas-y. C'est-à-dire, on est passé entre les gouttes du filet, si vous voulez, avec eau bleue, qui est une marque générique. J'ai eu cette problématique avec MyCoach, mais inversée, où beaucoup de boîtes ont lancé MyCoach. Et à partir du moment où vous avez un nom générique, c'est plus difficile à protéger. Donc ça, c'était réglé. On n'a pas eu de problème. Par contre, on a eu un problème et vous verrez, on a changé le logo avec le haut et le petit chapeau au-dessus de Lancôme. Et Lancôme, gentiment, nous a dit que si on pouvait changer notre logo, ce n'était pas plus mal, de manière amicale.
ça fait partie de tous les petits ajustements de lancement juridique. Je ne peux pas faire plus transparent. Il y a une question de Michel qui gagne aussi un parfum. Bravo Michel. Il demande si, d'après vous, au niveau des associations locales, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faire émerger de tels projets? C'est vrai qu'on a parlé d'une start-up, mais une association au niveau local, si elle veut faire un partenariat comme ça, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Je sais que c'est pas simple à répondre, mais… Non, on le fait, on le fait. Écoute, moi, j'étais je pense, on a été un des premiers à le faire avec Michel et toi, avec Veolia, la French Tech et une startup. C'est juste, tu sais, c'est une partie, il faut que les règles soient bien établies. C'est pas rencontrer, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est savoir qui on est, mais c'est surtout savoir ce que le groupe cherche. Je me rappelle d'une discussion avec Laurent Lodex, que tout le monde connaît d'Orange, et je lui ai posé la question de se dire, je lui disais combien vous avez racheté de boîtes, vous avez investi de boîtes dans le 0,6 depuis 5 ans. Donc, il ne me répond pas. Et ainsi de suite pour arriver à zéro. Et en fait, je lui dis, ce n'est pas de manière agressive ce que je dis, c'est simplement que les règles, il faudrait les fixer en amont en disant, les gars, on peut recevoir beaucoup de monde, mais on recevra les meilleurs. Fred, toi qui as vécu en Asie, moi, je me souviens d'un déplacement en Asie avec la French Tech et notamment la région. Et donc, on pitchait devant des investisseurs à Shanghai, au InnoSpace de Shanghai que tu connais. Et vous vous imaginez pas, vous avez tous des grands groupes, vous avez toute une panoplie, et vous aviez 1 minute. Et je me rappelle souvent je ne le citerai pas, mais qui monte en parlant de réalité augmentée. Et en fait, vous avez le speaker qui dit, écoute, la réalité augmentée, on est le leader mondial. Suivant. Et en fait, alors c'est un peu brutal la manière d'aborder des Asiatiques, mais souvent, moi, ce que j'essaye d'amener, et je conseille à toutes les associations de le faire, c'est de dire, voilà, pour qu'on s'entende, que le grand groupe soit clair sur ce qu'il veut et qu'il ne fasse pas perdre du temps aux startups dans leurs intentions. Parce que souvent, dire non, ou habiller le non, ou dire vous n'êtes pas à la hauteur, ou dire ça existe déjà sur le marché, permet d'éviter de perdre du temps. Tu as raison, toi aussi, tu vois passer beaucoup de projets au sein de la French Tech. Et un des conseils qu'on peut vraiment donner aux start-upers, c'est de passer beaucoup plus de temps à étudier le marché et est-ce que le produit a réellement une utilité et la tester. Ce que vous faites d'ailleurs dans votre laboratoire au départ, mais le tester. Et on ne fait pas suffisamment ça. On arrive, on travaille des années sur un projet, on est persuadé que. Et en fait, c'est comme le Français qui inventait le parachute. Tu la connais, cette histoire, pendant des années. Il monte sur un arbre, il saute, il se casse du vertèbre, il reprend son truc, il monte. Et un jour, il dit, OK, chérie, j'y vais, c'est bon, j'ai trouvé, je sais faire le parachute. Il monte tout en haut de la tour Eiffel, c'est une histoire vraie. Hein. Il saute et s'écrase. Mais il ne sait pas que 3 jours avant, aux États-Unis, le parachute avait été inventé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit sa passion et son rêve, mais à un moment donné, il faut aussi suivre ce qui se fait à côté et regarder si on n'est pas en train de refaire des choses ou si ça n'a pas été fait ailleurs et peut-être avoir l'humilité de changer par moment. Mais c'est ce que vous avez su faire en testant, en micro-testant un vrai projet industriel avec, comme disait Fabien, les investissements qu'il faut faire pour pouvoir quand même le sortir, le produit, et le temps qu'il faut pour le développer. Vous avez quand même pu tester avant de vous dire on va faire toutes les fédérations et multiplier les produits les uns après les autres. Vous avez testé et sorti vos métriques, bien sûr. Pour compléter ce que tu dis, parce que Cédric a cité la phrase de Peter Thiel par sa deuxième partie, qui est le danger du gros groupe, c'est de prendre de l'inertie pour de la sagesse. Mais la première partie de cette phrase-là, c'est le danger du start-upper, c'est de trop croire en son mythe. Et c'est là aussi où la relation avec un grand groupe peut parfois être intéressante, dans le sens de dire où on n'aura jamais, ou je dis on, mais n'importe qui est dans un environnement comme ça, qui est dans un cadre de grand groupe, je pense qu'il ne faut surtout pas écouter les gens qui disent votre modèle ne marchera pas ou ce genre de choses. Par contre, d'arriver à prendre les avis que vont donner ces gens-là, ça peut être valeureux dans l'écosystème, typiquement avec Canisup, sur lequel on est aussi énormément impliqué parce que je pense que c'est un écosystème qui est aussi un peu nouveau et sur lequel le monde industriel est moins présent. Ben, c'est toujours hyper intéressant ces conversations de dire tiens, comment aborder une levée de fonds là-dessus, en fait, les grands groupes ont tout un tas d'expériences là-dessus. Une levée de fonds, ça reste une grosse négociation sur laquelle il y a une relation de force disproportionnée entre le start-upper et les investisseurs. Mais ça, c'est le type de relation sur lequel on travaille tous les jours.
en tant que grand groupe. Quand tu signes un contrat avec un client ou quand tu investis sur une filiale ou que tu vas signer un accord avec un pays pour pouvoir faire un investissement massif industriel, bah, tout ça, ça se rapproche en fait très très fort de cette relation-là. Le souci majeur, c'est de changer en fait la manière dont on aborde le monde des startups. Et ça a été une erreur où le modèle économique des startups, ça a été, souvent on l'a parlé, ça a été un effet médiatique. Et comment on occupe la case médiatique. Aujourd'hui, la startup, c'est l'emploi de demain. C'est ce qui nous différencie des autres. C'est un vrai problème culturel qu'on est en train de gommer tous ensemble. Et on le gommera par des réussites, par de l'ambition. Souvent, je prends cet exemple. Vous prenez 1 million de gamins qui jouent au ballon tous les mercredis. Il y en a 1000 qui finissent professionnels. Et on devrait faire pareil avec les startups en disant c'est pas pour autant que j'aime pas le foot, c'est pas pour autant que j'aime pas faire du sport ou j'aime pas me dépenser. Mais clairement, si on parle d'image, c'est exactement la réalité. Et ce qu'on doit faire, nous, c'est au grand groupe, c'est de savoir à quel moment ça s'arrête. Pour Okaya, on a eu une réunion et je vais vous donner un petit peu de. On va rentrer dans les anecdotes, mais une réunion qui a été. Qui a mis tout en émoi Fabien, où je dis mais qui on est, qui je suis. Et aujourd'hui, je ne serai pas un revendeur de licence, je ne sais pas faire, je ne suis pas broker de licence. Et on part dans un mauvais, je suis utilisé à mauvais escient. Et tout ça nous a fait nous recentrer sur ce qu'on veut être. Alors, j'ai un peu plus d'expérience pour le faire, mais ce que je conseille, et je déteste la notion de conseil, mais ce que je revendique plutôt, c'est qu'à chaque fois se repositionner. Et malheureusement, des fois, il faut se repositionner et se retirer. C'est là où le grand groupe, justement, va prendre des enseignements intéressants. C'est qu'au final, nous, on agit avec nos propres moyens. Donc, c'est souvent très difficile de se remettre en question sur une idée. Et ce qui a été appréciable c'est qu'on a réellement appris la notion de pivot avec ce projet-là. Et je pense que cette notion de pivot, quand on arrivera à l'institutionnaliser et à la mettre sur des projets sur lesquels on a mis plus de moyens ou des projets communs avec des clients sur lesquels on est sur des enjeux différents, bah, c'est toujours pareil. Cet enseignement-là du pivot réel et dur, parce qu'effectivement, cette réunion-là, moi, je me rappelle très bien ce que je t'ai dit. On avait passé la journée sur des sujets avec d'autres gros groupes et gros clients, enfin des longues réunions Teams très institutionnelles, très cadrées comme on en connaît tous maintenant. Et les 2 dernières heures de la journée, j'ai dit à Cédric, je n'ai jamais vu ça. Ça s'arrachait les cheveux, mais vivant en fait, vivant dans un sens où disrupteur, y compris dans cette manière de faire. Et si on avait été sur un projet plus classique, honnêtement, je pense que le point de vue du grand groupe aurait dit, tu sais quoi, de toute façon, c'est moi qui paye. Donc, alors que là, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est là où ça a été hyper intéressant d'avoir cette approche-là. Et je pense qu'il est très intéressante pour les gens qui ont des projets de start-up et qui veulent interagir, ou pour les grands groupes qui ont envie de matérialiser encore plus leur idée d'innovation, c'est que attention à ne pas rester dans notre schéma de pensée. Parce qu'il y a aussi eu des réunions, et on a 2-3 souvenirs là-dessus, où Cédric nous dit ah bah, on va faire ça. Et du côté, sur un côté peut-être trop modéré ou plus modéré, au final, on a aussi forcé à trouver un milieu qui n'était pas un échec de la vitesse, mais qui aussi a permis de positionner correctement. Non. Et ça, en fait, c'est là où tu vois que tu as gagné quelque chose dans la relation. C'est quand littéralement on est arrivé à une notion de confiance et d'écoute où tu sais même plus en fait qui vient de Roberté, qui vient de MyCoach, qui vient de l'autre. Non, on était dans une équipe projet et je peux dire aujourd'hui que Cédric a fait partie de notre équipe projet, mais comme s'il était Roberté ou moi comme si j'étais Okaya ou MyCoach ou j'en sais rien, ou Olivier comme s'il était. Et en fait, c'est ça qui est bien. C'est que tu dois sortir de ta relation. Si tu veux vraiment faire quelque chose qui compte, c'est pas chercher de l'accompagnement par du financement. En tout cas, pas dans ce genre de relation. Nous, on a appelé le webinaire une autre histoire. On n'a pas appelé l'autre histoire. C'est pas le seul chemin, c'est un des chemins. Et sur ce chemin-là, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si Okaya avait été porté par quelqu'un d'autre avec une logique de start-up, tout ce qui se serait passé dans l'année avec ces différents écosystèmes ferait que Okaya est une société qui est 100 fois plus solide et 100 fois plus prometteuse que ce qu'elle était si Cédric l'avait monté tout seul, si on l'avait monté tout seul de notre côté ou si une tierce partie l'avait monté
sans cette association justement Startup Grand Groupe. C'est très intéressant. Merci. Et une question qui rejoint un peu celle de Kevin, qui lui est dans la Cosmetic Valley. Visiblement, on connaît beaucoup de monde. Il se dit, bon, voilà, je la change un peu sa question parce on peut le faire en fait. Il dit l'union fait la force, et de même que les startups sont peut-être fédérées dans la French Tech ou par des organismes où ils peuvent à plusieurs s'entraider ou trouver des voies. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer défendre l'écosystème de la parfumerie notamment ou de la cosmétique française en ayant les grands champions de la parfumerie français ensemble qui travaillent autour de l'innovation et des mêmes problématiques? Est-ce que c'est quelque chose de complètement idiot de dire ça? Alors, pas du tout. Vas-y, Seth. Non, je voulais juste dire, Fred, ça passe par le collectif, c'est aussi le faire valoir, parce que tout le monde parle de collectif, mais le collectif passe par la transmission. Un des premiers réflexes qu'on a fait avec Fabien, c'est qu'une fois que nous, on avait engagé le processus, c'est de vous appeler et de dire, écoutez, vous avez peut-être une mauvaise image de l'écosystème, clairement. Aujourd'hui, quand on parle d'écosystème, on parle CCI, on parle millefeuille administratif, on parle tout ça, parce qu'on est en train tous de changer. Mais il y a des gars bien, et le premier réflexe, c'est de passer le coup de fil du club des dirigeants qu'on a fait, Fabien et moi. Ouais, et je crois que la constitution d'un collectif, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, c'est une histoire de relations humaines. Est-ce que dans le monde de la parfumerie, qui est un monde assez... un petit monde d'abord, mais est-ce qu'on peut imaginer que nos champions français, par exemple, travaillent ensemble sur des problématiques communes, partagent et mènent et la France et l'équipe France sur des produits communs ou des réflexions communes sur l'innovation? C'était la question. Mais plus que l'imaginer, Fred, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Si tu regardes un des 4 premiers partenaires de Vivatech, c'est LVMH. Et LVMH est clairement dans cet écosystème. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et encore une fois, je pense qu'il faut essayer d'arriver à faire changer ça. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, mais les gens ont l'impression que l'industrie du luxe française est une vieille industrie qui est reclue sur ses codes. Mais aujourd'hui, c'est clairement, ça fait partie des 3-4 secteurs sur lesquels la France est en pointe au niveau mondial. On ne met pas en tête tout un segment sectoriel au niveau mondial, justement en restant basé sur ces certitudes. Et moi, j'adore parler avec nos gouvernants actuels ou leurs représentants, de dire maintenant la réindustrialisation est à la mode, maintenant ce sont des choses, on parle d'industrie 4.0, on parle d'industrie tech, de digitech, de tout ce qu'on veut, de 5G dans les usines, etc. Tout ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est des choses qui vont avoir leur importance. Mais c'est sans oublier qu'on parle de ces choses comme étant le futur, alors qu'au final, c'est le présent. Robertet, en 2011, quand tout le monde quittait le territoire grassois, Robertet a mis 25 millions d'euros dans une usine qui était l'usine la plus robotisée au monde. Au monde. Une petite industrie, une petite société française dans ce monde de géants suisses et américains, etc., qui font 10 ou 15 fois le chiffre d'affaires de Robertet. Donc aujourd'hui, la question qui a été posée par Kevin est non seulement extrêmement pertinente, est-ce qu'on peut la pousser plus loin? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on peut associer ces startups de la Cosmetic Valley et ces startups de l'écosystème du luxe en général? D'ailleurs, je crois qu'il y a de jolies initiatives qui se montent sur la Côte d'Azur autour de Cannes avec des incubateurs du luxe, etc. Bien sûr, de toute façon, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris au contact de Cédric, c'est qu'il faut plutôt mettre du carburant dans ce qui existe plutôt qu'essayer de créer quelque chose de différent parce qu'on sera plus intelligent que les autres. Ça, c'est une certitude. Mais surtout, il faut apprendre à connaître et passer du temps. Et ça, on le dit beaucoup. Le temps de la startup est un temps court, le temps du grand groupe est un temps long. Au milieu, il y a quelque chose. Et il faut passer du temps sur la relation, passer du temps sur arriver à connaître quelque chose. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que dans notre secteur, dans le secteur de la maroquinerie, dans le secteur du luxe en général, dans le secteur du sport, on a des initiatives qu'on est à des années-lumière d'imaginer et qui ne feraient pas lire d'envie, je pense, certains des groupes qui ont des images les plus innovantes dans la perception du grand public. C'est ça, Kevin, sur lequel il faut aller. C'est parlons plus de nos pépites, identifions ça et surtout cassons un petit peu cette image du fait que l'industrie française est une vieille industrie. Mais même au niveau de l'écosystème grassois, puisque les entrepreneurs du Pays de Grasse sont là aujourd'hui,
rien qu'au niveau du Pays de Grâce, où vous avez la filière à parfum, des plantes à parfum, vous aviez, il y a quelques écosystèmes de start-up, mais il y a aussi des grands players comme Robertet, Eman et autres. Tout ça pourrait déjà commencer à réfléchir ensemble et à communiquer. Je pense que c'est le but de ce webinaire. J'invite Eman à nous retrouver. Voilà, mais c'est très bien. C'est plein de. Mais tu sais, il va y avoir, il y a quelque chose qui structure. Il va y avoir un sommet mondial de l'intelligence artificielle à Cannes dans lequel l'écosystème de la parfumerie sera impliqué. Il y aura, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à ça. Ça a été ta phrase introductoire presque de dire, bah, tiens, c'est presque surprenant qu'on soit là. Oui, tu as raison. Et je pense que c'est des choses qu'on doit multiplier, qu'on doit faire connaître. Man a des choses formidables. Toutes les sociétés du bassin grassois ont des choses formidables. Et oui, il faut créer quelque chose. Si tous les gens autour du col sortent de là avec l'idée de dire, bah, écoute, on prend cet exemple-là et on essaie de le multiplier, on a vraiment quelque chose à faire valoir. En tout cas, on est loin d'être aussi derrière ou aussi peu productif que ce que l'on peut penser de nous. C'est passionnant encore, messieurs. Franchement, on est transportés. En tout cas, je le suis. J'espère que nos auditeurs aussi. Il nous reste quelques minutes. On a 2 excellentes questions et après, on conclura. On vous laissera le mot de la fin. Mais franchement, je suis content d'un président de la French Tech qui s'aperçoit du dynamisme de ce type de webinaire et de l'intérêt. Et beaucoup de gens nous écrivent avec plein de questions. Donc, n'hésitez pas à les renvoyer par ailleurs à l'email des entrepreneurs du Pays de Grâce. Les petites affiches posent 2 questions intéressantes. Ce seront nos dernières questions et après vous conclurez. Pouvez-vous nous dire combien de temps s'est écoulé entre l'idée de départ et la mise sur le marché? Intéressant de savoir le temps qu'il a fallu pour former Cédric. Si l'euro n'avait pas été repoussé, ça aurait été 2 mois. Donc, en fait, chaque initiative, c'est à chaque fois, c'est de se dire, à chaque fois qu'on vous dit non, il faut y aller. Donc, la rencontre avec Fabien Olivier Maubert, c'est janvier, je crois, fin janvier dans mon bureau. Il y a un euro qui devait se passer, le fameux euro 2020 l'an dernier en juin. Et en février, on décide d'y aller. Il y a 3 mois pour fabriquer tout de A à Z. Donc, vous imaginez bien. Et il y a un brief, il y a eu un brief marketing, non? Comme, on a tout fait en accéléré. Et en fait, c'est intéressant cette question parce que c'est l'opportunité. Moi, j'agis souvent de cette manière en se disant, j'ai une fenêtre de tir. Je ne dois pas le louper. C'est souvent un événement, c'est souvent une opportunité. Ça peut s'appeler, ça peut avoir plusieurs résonances, mais il faut y aller parce que c'est le moment où peut-être les moins audacieux n'iront pas. Comme ça que je me suis marié. C'est ça. Je vois tout à fait ton exemple. Donc, c'était le bon moment de faire le mariage avec Robertet, bien sûr. Donc, première étape, alors pour répondre à la question précisément, 6 mois pour lancer au bleu. Est-ce qu'on fait le coffret pour Noël, pas le coffret? Pour répondre à une deuxième question, on le lance comme ça. Ça, c'était un débat et on hésitait. Est-ce qu'on le lance à l'Euro 2021? Tout le monde disait qu'il faut lancer à l'Euro 2021. Là, moi, je me bats pour dire faisons le produit de Noël et on le transforme. On est en plein Covid, plein marasme. Il faut raconter une belle histoire. On va être noyé avec les autres sur 2021 et on se retrouve sur un lancement en novembre qui n'a rien à voir, où il ne se passe rien. Et en fait, c'est le moment où il ne se passe rien. Il y a un match de l'équipe de France. Tous les joueurs, je vais répondre à plein de questions en même temps, tous les joueurs reçoivent le parfum dans leur chambre. Et en fait, on se retrouve, vous imaginez bien, plein Covid, l'économie, rien ne va. On a un mois de Noël. Non, ils peuvent rien acheter. Ils peuvent rien aller acheter. De toute façon, rien acheter. Et là, nous, on leur dit, allez acheter sur la boutique en ligne Okaya, vous avez au moins le parfum de l'équipe de France. Et ce qui est sympa, c'est que je suis très copain, il est actionnaire avec moi, donc par ricochet, actionnaire d'Okaya. C'est Hugo Loris, le capitaine de l'équipe de France. Donc lui, se retrouve avec le parfum niçois. Et voilà, ça s'est embrasé. Au point, je vais vous donner une anecdote, que je me retrouve convoqué à la FFF en disant, donne-nous, s'il te plaît, le nom de ton agence de presse parisienne. Je ne vois pas de quoi vous me parlez. Il me dit, on a un problème avec des Nike, etc., qui ont mis 50 millions d'euros. On est obligé de bloquer la communication parce que vous avez fait 76 couvertures de presse, l'équipe TV. On a même eu droit, pour tout vous dire, à une prime d'Europe 1 avec l'humoriste qui a fait une ode à Okaya. On a été critiqué aussi, il faut l'accepter. On a été dénoncé parce qu'il y a un produit de chiottes qui s'appelle Au Bleu, donc tout le monde a rigolé, donc on s'est fait un peu désosser sur les grosses têtes. Bon, tout ça pour vous dire que le lancement s'est opéré, la magie s'est opérée, et l'importance du local est le suivant.
parce que ça, je ne l'ai jamais rencontré. C'est que les premiers qui nous ont aidés, c'est les petites affiches, c'est Nice Matin, c'est la Tribune. Et en fait, c'est parti de chez nous. Et moi, j'adore cette phrase de Frédéric Mistral, qui est celle « Les arbres aux racines profondes poussent le plus haut ». C'est que du coup, c'est parti comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça l'instinct. J'ai Hugo, il me dit « C'est génial au bleu ». J'ai dit « Tu sais quoi ? J'aimerais qu'on fasse de manière totalement pas médiatique, qu'on donne aux enfants de l'Enval. » Et je vais vous donner cette anecdote. On donne un parfum signé, je me débrouille, on donne à tous les enfants de l'Enval. Par contre, je n'ai pas envie qu'on communique dessus. Donc, personne n'est au courant. Sauf que celle à qui on fait le cadeau, une relation familiale est dans le Parisien à Paris et ça s'est embrasé au niveau national, mais sur de l'effet vraiment pas contrôlé et pas payé. Et souvent, les belles histoires, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le zéro calcul, l'ambition, la volonté d'aller de l'avant de créer, parfois ça prend et tant mieux. Ouais, c'est une magnifique conclusion. Fabien, le mot de la fin pour toi, et on veut pas, on pourrait encore discuter des heures, c'est passionnant, messieurs, merci. Mais Fabien, tu as le dernier mot. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur… J'aurais du mal à conclure mieux que ce que Cédric l'a fait parce qu'il a tout dit là-dessus. Et le dernier mot, ce sera essayer, continuer à essayer. Nous, on va continuer de toute façon à essayer et de partager tout ça, de faire en sorte que justement, vous l'avez senti, on est aussi très territoriaux. On se bat pour ça. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'entrepreneur ou entreprise ici de faire en sorte que la région progresse. Moi, je dis à Cédric pour la rencontre, faire en sorte que nos gamins aient le choix et encore plus de choix que ce que nous, on ait eu. Donc, je pense que tous les gens autour de ce col peuvent avoir et la même ambition et la même responsabilité aussi. Il y a des droits et des devoirs. Donc voilà, continuez les amis. Et puis en tout cas, on sera toujours là tous les deux, individuellement, collectivement, comme vous voulez, pour participer à tout ça. Donc merci de nous avoir reçus. Le collectif, il ne faut pas tricher. Si on ne triche pas, on y arrivera. Merci beaucoup, messieurs, vraiment beaucoup.